فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Donc, tout ce que je viens de dire par rapport j'ai envie de dire aux stratégies rhétoriques vis-à-vis des accusations qu'on nous porte, je vais le mettre en pratique avec le discours d'un géopolitologue et d'un spécialiste de l'islam qui s'appelle Alexandre Delval, qui je trouve intéressant parce que bon, il fait quand même l'effort de se renseigner sur l'islam et je pense qu'il a quand même certaines connaissances. Voilà. Donc, alors, il y a une intervention qu'il a fait à TV Liberté que j'ai analysée et donc en 4 points et 2 questions. Et après, je ferai ma conclusion. Donc, je mettrai des extraits de son intervention, mais le contenu est là. Donc, premièrement, lorsqu'il... parce que lui, en fait, c'est le genre de personne qui dit que les gens comme le CCIF et les frères musulmans sont le grand danger sur lequel les Français doivent être mis en garde, etc., etc. Donc pour lui, le grand danger du monde, ce sont les musulmans, même ceux qui se prétendent modérés. Alors, à travers son discours, il jette la suspicion, même sur les musulmans qui paraissent les plus modérés, qui sont en costard, qui sont bien présentés, pas avec des grosses barbes et des grands turbans sur la tête. Il dit, mais même ceux-là, il faut se méfier. D'accord? Donc, par rapport à tout ce qu'il va développer comme argument, donc il y a 4 axes principaux. Il y a 4, il y a 4 questions, il y a 4 axes. Le premier axe, c'est qu'il y a des choses qu'il dit que nous ne pouvons pas nier. D'accord? Même si elles sont gênantes à accepter. C'est-à-dire qu'on aura tendance à dire non, 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 c'est pas comme ça, vous n'avez mal compris. Non. Je pense que c'est pas une bonne méthode. D'autant plus que lui, il nous croira jamais. Lui et beaucoup de Français et beaucoup de personnes qui adhèrent à ces thèses-là. On aura beau leur dire que non, ce n'est pas comme ça, ils vont dire oui, oui, vous nous mentez. Donc autant se jeter dans l'eau. D'accord? Par exemple, le fait de dire que chaque musulman rêve de réétablir un État islamique comme ça l'était il n'y a même pas moins de 100 ans. Il ne faut pas oublier que le califat islamique a été aboli en 1924. C'est-à-dire que ça ne fait même pas 100 ans. Donc lui, dans sa thèse, il dit que les musulmans ont toujours été habitués à être les patrons, à être au-dessus. Et cela ne fait que 100 ans que tout ça est terminé. Donc, mais on garde toujours nos réflexes de supériorité, etc. C'est ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est faux? Parce que l'idée, c'est que l'islam doit toujours être au-dessus de ce qui n'est pas musulman et jamais un mécréant peut se permettre de critiquer frontalement cette religion. Et même dans la charia, le mécréant, normalement, il doit même marcher à gauche dans une société islamique, baisser les yeux, payer un impôt spécial et être soumis. C'est la zimmitude. Donc quand on a cette formation mentale qu'on est frères musulmans, salafistes, et qu'on est habitué à une vision suprémaciste de sa propre religion, et qu'on se retrouve en situation de minorité. Déjà, c'est traumatisant quand on est habitué à être le patron. On se retrouve, imaginez, vous êtes président d'une société, vous vous retrouvez employé, avec 3 niveaux de chef au-dessus de vous qui vous donnent des ordres et qui vous parlent mal, ou qui vous parlent même bien. Donc c'est ça, l'univers mental d'un frère musulman, d'un salafiste, c'est un univers de frustration, parce qu'il aimerait que sa religion domine l'humanité, parce qu'il a une vision politique totalitaire de la religion, et il se retrouve dans une société où il y a des lois mécréantes. Déjà, c'est un traumatisme. Donc, alors, si certains musulmans disent que c'est faux, ça veut dire que c'est leur problème. Mais je pense qu'une grande majorité des musulmans, au fond d'eux, savent que oui, ils voudraient refaire un État islamique. Mais la question, est-ce qu'un État islamique serait quelque chose d'horrible, etc. Mais de la part de quelqu'un comme lui, qui se prétend
croyants et catholiques, je ne vois pas pourquoi ils devraient avoir peur d'un État islamique. C'est ça la question. Et État islamique avec tout ce que ça implique, mais État islamique, ce n'est pas synonyme de barbarie et de malheur. Ça, c'est des sujets sur lesquels on pourrait reparler. Deuxièmement, il y a des choses qu'il dit qui sont factuellement fausses. Et sur ça, l'intégrité intellectuelle et l'honnêteté intellectuelle demanderaient que ce soit rectifié. Par exemple, quand il dit que l'islam n'est pas une religion européenne. Et il faut revoir l'histoire. L'Espagne a été musulmane pendant 800 ans. Et la France, tout le sud de la France, voire plus, a été musulmane pendant 300 ans. D'accord? Et puis aujourd'hui, il y a des musulmans en France, il ne faut pas l'oublier. Et lui, Alexandre Delval, il dit qu'il n'y a aucune raison que les musulmans et les catholiques soient traités de la même manière. Parce que les catholiques, et selon lui, les juifs, font partie de la France. Donc eux, on peut tolérer des choses de eux qu'on n'est pas censé tolérer des musulmans. Mais vous savez, c'est comme les signes ostentatoires religieux. Pour ne pas avoir l'air islamophobe, quand on fait une loi sur le voile et 10 ans plus tard sur la burqa, eh bien on nous dit que c'est pareil pour les symboles chrétiens. Enfin, je m'excuse de dire ça, ça fait un peu comme les Corses, mais enfin, on est quand même chez nous en Occident, chrétiens. Donc si on met au même niveau le symbole de la religion fondatrice de cet Occident judéo-chrétien, au même niveau qu'un vêtement politico-religieux qui est le voile intégral, non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça, le fait de dire que l'islam n'est pas une religion européenne, c'est faux. Ce n'est plus, ça devient, c'est du racisme primaire qui lui fait dire ça. Mais dans les faits, c'est faux. Le fait de dire que la France est judéo-chrétienne, en plus judéo avant chrétienne, on va dire christiano-judaïque à la limite, mais judéo-chrétienne. Alors que la France a toujours été antisémite jusqu'à l'os, puisque les Juifs sont accusés, sont censés avoir tué le Dieu des chrétiens. Et dans un de mes précédents articles, j'ai ramené tous les... Regardez par vous-même, de toute façon, avec Internet, maintenant, on peut tout voir. Toutes les paroles que Napoléon a dites sur les Juifs, c'est terrible. Et aussi, donc, que l'islam serait le danger du monde, ce sont des choses qui sont factuellement fausses. Donc, parmi les choses qui sont fausses, que l'islam n'est pas une religion européenne, que la France serait judéo-chrétienne et que les musulmans sont en danger. Ça, c'est des choses qu'il faudrait rectifier. Troisièmement, le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que Alexandre Delval accuse les musulmans de vouloir faire culpabiliser l'homme blanc. Donc les musulmans et aussi les immigrés. Hein, aujourd'hui, on a des mouvements africains et puis c'est un mouvement qui, même aux États-Unis, qui se développe depuis longtemps. Et c'est vrai effectivement que l'homme blanc est beaucoup fustigé aussi, qui serait un colonisateur, etc. Et qu'on cherche à le faire culpabiliser. Déjà, je tiens à préciser que même le peuple de France, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas le peuple de France, les prolétaires, comme on dit, ils ne profitent pas spécialement de tout ce qui est volé en Afrique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire clairement. D'accord ? Mais le but, c'est pas de faire culpabiliser l'homme blanc, parce que l'homme blanc n'est pas plus coupable du pillage de l'Afrique que beaucoup d'Africains eux-mêmes. D'accord ? Les présidents qui sont là, ils n'ont aucune pitié pour leur peuple. Et même dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les hôpitaux, d'accord, où des gens sont capables de te laisser dehors si tu n'as pas d'argent, où les gens, si tu ne donnes pas quelque chose, tout se paye. Donc ça, ce n'est pas l'homme blanc qui a fait ça. Donc de toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais quand je dis deux poids, deux mesures, c'est que vous voulez faire culpabiliser les musulmans en les accusant de choses qui ne sont plus opérantes. Donc c'est du deux poids, deux mesures. Non.
Et puis vous accusez les musulmans d'avoir un impérialisme politique et religieux. Et vous, c'est pareil. Mais pourtant, votre impérialiste, il est encore en vigueur. Nous, on est impérialiste de quoi? D'accord? Et vous nous accusez de refuser la critique, mais vous, c'est pareil. C'est pareil. Il y a même une loi qui interdit même d'étudier l'histoire. Hein, ça s'appelle le négationnisme. Et d'ailleurs, et je répète, je fais exprès de citer son nom à chaque fois pour lui rendre hommage et pour lui exprimer mon soutien à Hervé Ryssen, qui lui est justement en prison aujourd'hui depuis au moins 2 mois, parce que justement, il a compris ce que je suis en train de dire. Parce que Hervé Ryssen, il dit que, oui, parce que Hervé Ryssen, on peut dire que c'est un raciste. Mais c'est un raciste qui a compris que les émigrés et les musulmans ne sont pas son problème principal. Le grand remplacement ne vient pas d'en bas des musulmans, mais le grand remplacement vient d'en haut. Pas des Français, non. Des gens qui dirigent la France, mais qui ne sont pas qui sont pas dans l'intérêt de la France, mais qui sont dans l'intérêt de cet État qui grossit de jour au jour, au vu au-dessus de tous, et que personne peut rien faire. La plupart des personnes qui gouvernent la France aujourd'hui, quand vous faites bien les statistiques, c'est des personnes venues de pays pauvres d'Europe. Pour tout vous dire. Parce que je ne voudrais pas qu'ils prennent parole pour dire les immigrés sont montés, ils sont descendus. Quand je sais qu'ils sont les mêmes immigrés que nous et qu'ils ont plus de droits, ça me coupe le cœur. Donc ça, c'était le 3e point. Le 4e axe, c'est des valeurs communes que nous devrions avoir. Puisque ce Alexandre Delval se présente comme un croyant, comme un catholique. Donc normalement, on devrait avoir, comme lui, il a très bien dit, une colonne vertébrale morale, une certaine notion du bien et du mal qui nous sont inculquées par une religion. Donc l'importance d'avoir une religion, le fait de ne pas être dans un libéralisme total à la Cohn-Bendit. Là, je reprends ses propos. Un libéralisme total, un LGBTisme total. Où va-t-on comme ça, là? Où va-t-on? Donc même n'importe quel... de toute façon, la majorité des Français sont contre ça. À chaque fois que je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie, et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3, vous allez interdire... » On vous dit les plans à 3 ? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, une liberté sexuelle, la France, pays du libertinage, etc. Mais la polygamie, c'est autre chose. Mais la polygamie, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que quand on contracte un mariage, eh bien, on a droit à un certain nombre de droits de la famille, de droits en matière d'héritage, filiation, etc. Et la situation de polygamie, elle appauvrit les droits de nombreuses femmes qui parfois ne sont même pas au courant, d'ailleurs, qu'elles sont en situation illégale. Et ce sont les contrôles parfois de la CAF qui le mettent au jour. Ferme-la à tout jamais, physiquement. D'accord? Donc voilà. Ensuite, 2 questions. C'est d'où vient la haine contre la France? La haine contre la France, j'ai envie de dire que ça vient de Fernand Cahen Nathan. C'est l'auteur des livres d'histoire qu'on a eu toute notre jeunesse, et de Jules Ferry, l'homme sans Dieu, hein, comme il était appelé par les religieux de l'époque, hein, qui nous ont pas appris la place que l'Afrique a eue et le rôle que les Africains ont joué dans la libération de la France. Si on nous avait toujours appris que nous, les Africains, il y a eu les tirailleurs sénégalais, tous nos arrière-grands-parents ont participé à la guerre aussi. Mais pourquoi on ne met pas ça en avant? Pourquoi Charles de Gaulle a tenu absolument à blanchir les troupes alors que des Africains sont morts pour la France? Si maintenant on présente les choses comme ça, même les Français de souche n'auraient pas de haine contre les afro-descendants. Au contraire, il devrait y avoir une amitié très forte et un lien très fort normalement. Alors d'où vient cette haine? Cette haine vient, il faut dire les choses clairement, de personnes qui tiennent à entretenir cette haine. Des gens comme BHL, des gens comme Éric Zemmour et des gens comme Finkielkraut,
qui a déclaré clairement « La France mérite toute notre haine ». Qu'est-ce que la France a fait contre les Africains? Rien du tout, comparé à ce que la France a fait aux Juifs. Donc tous ces gens-là qui ont le monopole intellectuel en France, le monopole des médias, etc., ben oui, mais il faut le dire, c'est un fait. Et ben tous ces gens-là, c'est eux qui maintiennent cette ambiance-là. Donc d'où vient la haine de la France? Je viens d'y répondre. C'est de l'opportunité pour ajouter une chose. Que les gens de l'Est... Est-ce que je peux vous filmer, monsieur? Oui, pourquoi pas. Que les gens de l'Est aient en France plus de droits que nous, Africains, qui avons libéré la France. Parce que la libération de la France a commencé au Cameroun. Parce qu'il faut le savoir, quand De Gaulle va en Angleterre, pour se cacher, il demande à Churchill de lui lever une armée pour venir libérer son pays. Churchill se met en rapport avec le président américain qui lui dit De Gaulle n'est même pas connu en France. À l'époque, il n'était pas connu du tout. Et néanmoins, pour des relations de bon voisinage, il lui lève une armée. Il va au front, ça fait flop. Il rentre en Angleterre, Churchill lui dit écoute, tu te débrouilles comme tu veux, c'est plus possible. Écoutez-moi bien, il fait toute la côte de l'Afrique là, comme ça, il descend. Partout, c'était les pétainistes qui étaient dans les colonies. Et donc partout, on l'a chassé. Il a eu la chance d'arriver au Cameroun, il y avait le lieutenant, il n'était pas général, il était le lieutenant Leclerc. Au Cameroun et au Tchad, le gouverneur Eboué. Les deux avaient réussi à contenir les pétainistes dans ces deux zones-là et ils avaient le pouvoir. Donc ils ont accueilli De Gaulle à Douala. Je vous dis ça en passant parce que quand je racontais ça à ma femme, qui est aussi française, elle ne me croyait pas. Jusqu'à ce que nous voyions sur des images De Gaulle à Douala. Jusqu'à ce qu'on voit De Gaulle à Douala. Quand elle a donc vu De Gaulle à Douala, un de ces jours, à 20h, à l'Assemblée nationale, on fêtait le Cameroun pour avoir initié la libération de la France. Et commence donc là, De Gaulle, ils reprennent tout à partir du Cameroun et commencent à gagner les batailles en montant jusqu'à la bataille fatale à Birakem en Libye. Dès que Churchill a entendu qu'ils ont été jusqu'à Birakem en Libye, il dit mais alors là on peut l'aider et c'est comme ça qu'on a libéré la France. Alors plus grave, une fois la France libérée, vous savez ce que De Gaulle a fait? Il a déshabillé tous les Noirs pour habiller les hommes de l'Est pour défiler aux Champs-Élysées. Parce qu'il ne fallait pas de Noirs. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, c'est autant de choses. Mais moi, la question, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que quelqu'un qui vient de l'Est, qui n'a jamais rien apporté à ce pays, encore aujourd'hui, le Cameroun apporte à la France. Mais je n'ai pas les mêmes droits que quelqu'un qui vient de l'Est ici. On est d'accord, monsieur. Madame, allez donc regarder. Tous ceux qui se battent pour ce qu'ils appellent l'immigration massive sont tous issus de l'immigration. Éric Zemmour, c'est un Algérien. Mais parce qu'il a profité de la France et considère que non, moi j'ai gagné, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne. Ce qui se partage en France, c'est le gâteau africain. Les choses sont comme ça. Il n'y a personne qui ait la légitimité de manger ce gâteau que les Africains. Moi, je le dis, vous allez me suivre sur les réseaux sociaux, je leur dis ça, jusqu'à ce qu'ils viennent me prendre ici, parce qu'ils ont déjà tiré sur moi, donc je suis un cadavre ambulant. Alors, en fait, juste pour enchaîner, parce que c'est ce que je voulais dire. Vous allez le constater vous-même. Dès qu'un homme politique est en difficulté en France, la seule chose qui lui ressource, la seule ressource qui lui reste, c'est l'immigration. Il y a trop d'immigrants en France. L'immigration. Et quand on dit l'immigration, c'est noir, hein, ce n'est pas autre chose. Parce que personne musulman aussi. Non, un musulman peut-être. Bon, alors, il faut qu'on nous dise. Moi, ce que je faisais, qu'on appelle nos enfants, hein. Vous voyez les noirs là, ceux qui ont libéré notre pays, c'est nos frères. Si on leur apprend ça à l'école, les conduites vont changer. Mais on dit à la maison aux enfants, et les noirs, non, c'est des singes, c'est des malades, il faut rien en faire. Je dis que c'est les hommes politiques qui sont responsables de ça, un point, un trait. Voilà. Et deuxième question, alors, qu'est-ce qu'un bon musulman pour vous? Et je reprends donc par rapport à cette intervention de Alexandre Delval. C'était d'ailleurs une très belle interview, une intervention très intéressante. Je l'ai téléchargée, je pourrais les mettre en post-production pour que ce soit plus clair. Mais je vous invite à regarder cette vidéo
Parce que je pense qu'elle est... Et puis et parce que maintenant il se balade un peu sur tous les plateaux TV parce qu'il a écrit 3-4 livres sur le sujet et il répète à qui veut l'entendre ses thèses un peu partout, hein, pour faire peur aux gens de l'islam tout simplement. Alors que clairement le danger de la France c'est pas l'islam, vraiment je répète. Donc pour lui c'est quoi un bon musulman finalement? C'est ça la question. Finalement, comme il dit Monsieur Burgat, j'ai oublié son prénom, en fait, un bon musulman, c'est un musulman qui ne le serait plus. Un bon musulman, c'est un musulman qui va renoncer à absolument tous ses préceptes et tous ses dogmes. Et là on sera validé. D'accord? Et c'est pour ça que dans les médias, on met en avant des apostats comme Zeynep, comment ça s'appelle, Razaoui, qui se fait un peu discrète d'ailleurs ces derniers temps, et aussi Zora Habitant et Majid Oukasha, et aussi Rachid, le frère Rachid, mais ça c'est dans le monde arabophone. Alors que ceux qui quittent leur appartenance musulmane dans le turmoil, dans la machine à laver de l'affirmation de l'islam en Europe, bon, ils abandonnent un peu le bateau dans la tempête, mais disons, ils ont le droit. Où on peut s'étonner quand même, c'est l'instrumentalisation de la petite frange, parce que je peux abandonner ma religion sans éprouver le besoin de dire « je l'ai abandonné parce que c'était le pire de tout et j'ai dit... » Non. Mais évidemment, ceux qui vont passer dans les médias, ceux qu'on a littéralement fabriqués comme porte-parole, c'est ceux qui permettent de dire à la fachosphère « vous voyez que l'islam est mauvais, la preuve, nous avons trouvé une femme et un homme qui étaient musulmans et qui vont vous dire toutes les raisons qu'ils partagent avec nous de le trouver mauvais. » Et c'est là que nous avons évidemment un nouveau dysfonctionnement de la représentation politique des musulmans. Donc on va se donner bonne conscience. Pourquoi ne pas assumer tout simplement le fait de viser une communauté, la communauté islamiste, tout simplement parce que l'attentat, lui, il est quand même signé. Alors j'aime bien votre expression, la communauté islamiste, c'est assez juste parce qu'on a des compatriotes musulmans. Moi, j'en ai rencontré, par exemple, qui étaient des militaires, des fonctionnaires ou des citoyens lambda, mais ils sont choqués par cette prise en otage. Ils sont choqués que beaucoup de jeunes pensent que si tu es d'origine musulmane, maghrébine ou subsaharienne, tu ne peux même pas montrer que tu aimes la France, c'est une trahison. C'est ça qu'on pense dans beaucoup de banlieues. Mais il y a beaucoup de musulmans qui en souffrent, il y a beaucoup de musulmans qui sont nos compatriotes, ils ont une vision privée de la foi, et effectivement, ça c'est la communauté musulmane, je dirais, normale, et la communauté islamiste, elle veut utiliser ce terreau qu'est la communauté musulmane ou les communautés musulmanes pour les paranoïser et en faire une sorte d'armée. Les gauchistes veulent que ça soit une armée de prolétaires, eux ce sera une armée de futurs islamistes chargés d'islamiser l'Europe. Et les musulmans en sont aussi les victimes. Moi je pense que ce discours, donc il faut le déconstruire à l'intérieur de la communauté musulmane. Et moi j'aimerais poser une question à beaucoup de médias. Pourquoi on ne voit jamais à la télévision Cheikh Bentounès? C'est un très très grand érudit de l'islam soufi, extrêmement modéré, qui depuis des années propose de faire une réforme de l'islam, d'enlever dans la charia tout ce qui n'est pas spirituel mais qui a été ajouté au fil du temps et qui implique les lapidations, toutes les horreurs et les inégalités. Et enfin, on vous répondrait, l'islam c'est comme toutes les autres religions, c'est pas une religion à la carte? C'est pas une religion à la carte, mais on peut répondre aussi, beaucoup de religions sont réformées, beaucoup de religions ont connu des phases, le zoroastrisme, l'hindouisme, le bouddhisme. Et beaucoup le déplorent, mais on pourrait très bien dire qu'en France, dans la mesure où on ne touche pas à la foi, les gens adhèrent à la façon dont ils veulent aller au paradis au sens de la foi pure, on enlève, en France, on pourrait permettre les 5 piliers de l'islam. J'en parlais souvent avec le recteur Boubacar, que j'avais interviewé pour Valeurs Actuelles, il me disait lui-même, en tant que théologien, et c'est un érudit, hein, Boubacar, croyez-moi, c'est un intellectuel, hein, il disait, on peut être un bon musulman avec les 5 piliers de l'islam. L'islam, normalement, au sens spirituel, ne vous dit que vous êtes un bon musulman que si vous respectez 5 piliers. Bon, l'aumône légale, si vous pouvez aller un jour au pèlerinage, etc., la prière 5 fois par jour, la profession de foi, etc. Mais en aucun cas, vous n'êtes pas un musulman si vous n'êtes pas pour des grandes mosquées, des mosquées cathédrales, des minarets, le voile islamique partout, des piscines séparées. C'est pas vrai. On a menti. On peut très bien avoir une vision privative, personnelle de la religion. Et il y a plein de musulmans qui veulent construire ça. Mais on ne les met pas en avant.
On préfère mettre en avant des gens qui sont soutenus par le Qatar, par le Maroc, le Pakistan ou des associations comme les Frères musulmans. Et c'est tout ça le problème. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué. Chevènement, il y a 25 ans, avait proposé une charte de l'islam de France. Et il voulait faire signer à toutes les associations qui n'étaient pas nommées par l'État, c'était des associations qui existaient dans la communauté musulmane. Il voulait leur faire signer une charte qui condamnait la pénalisation du blasphème. C'est important puisque la charia prévoit la peine de mort. Eh bien moi, ça m'avait frappé et choquant. Et Chevènement en était encore choqué, il en parle parfois. Eh bien, les associations musulmanes de France avaient refusé de signer une charte qui pourtant leur demandait quelque chose d'évident, qu'ils étaient contre ce qui, dans la charia, prévoyait la peine de mort. Mais c'est quand même hallucinant. Mais ça devrait choquer beaucoup plus que les propos soi-disant islamophobes des uns ou des autres. Donc la communauté musulmane doit faire le ménage, balayer devant sa porte. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut, comme il a dit Alain Soral, il faut savoir désigner notre ennemi. D'accord ? Savoir que le système qu'ils ont mis en place est basé sur 3 choses. La terreur, donc aujourd'hui la terreur sanitaire et la terreur islamiste, principalement. Le mensonge, si bien qu'aujourd'hui, ils arrivent à nous faire croire que ils ne sont pas en guerre contre les nations, contre les Français même de souche. Le mensonge bien élaboré. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut aussi que la vérité soit bien élaborée, bien présentée et qu'elle soit dite inlassablement. Et le diviser pour mieux régner, et c'est le sujet de cette intervention, il faut se méfier de ça. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits, comme on appelle ça, horizontaux. Mais il faut que le conflit soit vertical, du peuple vers ceux qui nous gouvernent. Et comprendre que, comme j'ai dit au départ, peut-être la vidéo va être un peu longue, mais l'histoire de David et Goliath n'est pas faite pour faire dormir les enfants. Même si nous sommes plus faibles aujourd'hui en nombre, mais Allah Azza wa Jal nous a montré à travers des histoires coraniques, et l'histoire, celui qui connaît l'histoire le sait, c'est que même si on est en sous-nombre, ce n'est pas une raison pour se soumettre. D'accord ? Donc il faut rester fort. Chaque chose en son temps, chaque chose selon son contexte, chaque chose selon son timing, mais il faut être fort. À notre stade, c'est spirituellement, intellectuellement. C'est pour ça que mon blog s'appelle Djihad intellectuel. On n'est pas dans la violence, parce que la violence, j'en reparlerai dans d'autres interventions, mais en tout cas, on n'a pas d'armes, on ne fabrique même pas les armes. Donc si on ne fabrique pas d'armes, comment on va faire? Donc, pour conclure aussi, il faut savoir que c'est Allah qui donne, donc ça ne sert à rien de voler. Allah est capable de faire sortir des puits de pétrole à Bordeaux et dans la Gironde. Et comme ça, vous allez laisser l'Afrique tranquille. Excusez-moi, comment après 60 ans, la France a toujours pas trouvé un substitut pour remplacer tout ce qui est pas en Afrique au point de laisser l'Afrique? Elle ne veut pas, hein. Les Allemands critiquent ça, les Italiens critiquent ça tous les jours, mais la France, ça, non, je n'accepte pas. Et pour terminer, savoir que le dernier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est le verset qui parle de l'intérêt usuraire. Et que Allah a dit que celui qui fait l'intérêt usuraire déclare une guerre contre Allah et son prophète. Et que celui qui fait une remise de dette, Allah en fera autant pour ses péchés. Si tu enlèves une dette à quelqu'un, Allah va t'enlever tes dettes, tes péchés. Donc, Allah il dit, et craignez un jour où vous allez revenir vers Allah. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour où vous allez tous être présentés devant Allah. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et ce jour-là, chaque personne sera rétribuée exactement selon ses actes et on ne leur fera pas d'injustice. Donc ça, qu'on soit croyant ou non, c'est la seule chose et c'est la meilleure chose sur laquelle je peux conclure, c'est que sachez qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais viendra un jour où Allah, le juste, et Allah qui contrôle tout et qui voit tout, va juger chaque personne selon ce qu'il a fait. On peut se cacher de la justice des hommes, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça le message. Et donc,
qu'il faut réfléchir à tout ça et que les Français de souche, et donc pas tomber dans les pièges. Aujourd'hui, il y a plein d'histoires, j'ai même pas eu le temps de tout regarder de près. L'histoire de, je connais même pas le prénom de celui qui s'est fait agresser par les policiers, d'accord. Il y a eu l'histoire avec sur un terrain de foot apparemment, parce que j'ai pas le temps aussi de suivre tout ce qui se passe, ça va tellement vite. Mais tout ça, d'ailleurs, j'ai vu là que celui qui s'est fait agresser par les policiers, c'est quelqu'un qui est intelligent justement et qui a dit que commencer à chercher, parler du racisme dans la police, c'est un piège effectivement. De toute façon, les gens commencent à comprendre. Je pense pas que je vous ai appris vraiment quelque chose, mais je tiens à mettre ma pierre à l'édifice. D'accord? Moi, en tant que islamiste, d'accord, imam de formation, d'accord, je voudrais aussi apporter ma pierre à l'édifice de mon côté. D'accord? Chacun de son côté doit mettre une pierre à l'édifice, comme je disais, et présenter les vérités. Et il faudrait pas se taire. En tout cas, il faut faire quelque chose. C'est pas obligé de se mettre devant une caméra, de montrer son visage, de parler, mais il faut qu'on s'entraide. Que chacun puisse, chacun à sa manière. Ce n'est pas le but d'être sous la lumière et de s'afficher, etc. Mais il faut travailler, d'accord? Il faut au moins faire des doigts, d'accord? Être pieux, prier la nuit, faire des doigts et faire les causes. Et il n'y a pas de raison. Allah subhanahu wa ta'ala va faire toujours triompher la vérité, tôt ou tard. Mais sachant que ce monde n'est qu'un passage. Allah, il donne à qui il veut la royauté, il enlève à qui il veut. Mais comme j'ai dit, le vrai enjeu, c'est après la mort, pour tout le monde. Pour tout le monde, le vrai enjeu, c'est après la mort. Parce que même ceux qui connaissent la vérité et qui se taisent, l'enjeu, c'est après la mort. Et ceux qui font des injustices, l'enjeu, c'est après la mort. On va tous mourir. C'est une réalité. C'est pas pour être morbide. On va tous y passer. Comme disait l'autre, comme le pape sans gilet pare-balles. Même si c'est pas une super référence et c'est pas une super conclusion. C'est pas très spirituel ni intellectuel, mais bon. C'est notre patrimoine, c'est notre éducation, d'accord? Et tous ces gens-là d'ailleurs, les rappeurs, etc. Tout le monde de son côté doit participer et travailler pour que la vérité triomphe. Naam. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا